heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour un spécial débat qui reçoit Edmond Izouba. Très heureuse d'être avec nous. Il n'est même plus à présenter. Je suis sur le X d'Edmond Izouba parce qu'aujourd'hui, c'est plus Twitter, c'est le X. Donc, nous allons débattre de tout ce qu'il a publié sur X. Edmond, nous commençons par le tout premier X que vous avez fait. Les athlètes malgaches ne mangent pas leur faim au 9e siècle de la francophonie. C'est quoi cette histoire? Et pourtant, on a signé avec Vivendi 5 millions de dollars. On nous a rassuré que ça sera impec. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est ça les problèmes, parce que le jeu de la francophonie a connu, je dirais, enregistré beaucoup d'échecs avant sa réalisation réussite. On peut dire ça comme ça, parce qu'en réalité, ces échecs ont été couverts d'une très bonne somme que le gouvernement a mise en place pour ne pas subir les critiques de toutes parts du côté des organisateurs. Et vous allez vous en rendre compte que la société comme Vivendi Sport, à peine qui venait d'arriver et tombait comme un cheveu dans la soupe, a bénéficié d'un marché de plus de 5 millions de dollars. Et le marché date, je crois, du mois de mai. À peine, mois de mai. Et quand je parle des échecs, vous n'allez qu'à constater cela à travers les ordonnances du président de la République. Il y a eu au moins 3 équipes qui se sont succédées avant celle de Kwanja, les équipes qui préparaient déjà ce jeu. Et au-delà de ça, et que quand le coordonnateur est arrivé, et lui aussi, il a voulu faire des choses en sa manière, pourtant, tout semblait être bouclé déjà avec l'équipe sortante qui était, je crois, pilotée par Didier Mazenga, le ministre de la francophonie, dans le gouvernement Sama 1. Et voilà, les choses se passent à la va-vite, parce que c'est une firme française qui a gagné le marché. Il vous offre également sa propre restauration. Donc, ça vient. Ça devait être garanti qu'il n'y aurait pas de ça vient par l'aéroport, ça vient par, excusez-moi, par les transports aériens. Donc, quitter les Paris pour venir ici et nourrir les athlètes. Wow. Je ne sais pas s'ils ont ramené une bonne quantité de la nourriture et que tout se prépare ici, ou ils font comment. Mais sinon, la restauration nous vient de la France, un peu comme ceux qui ont fait jouer le spectacle au Stade des Martyrs. Donc, c'est regrettable. On pouvait mieux organiser les choses. Pourtant, d'après mes informations, l'équipe qui fait la vianderie, c'est une équipe congolaise. Donc, il était aussi possible de recruter localement avec l'avantage de faire la promotion de notre art culinaire, de nos mets et tout ça, le faire consommer aux visiteurs. Mais là, on fait face vraiment à une entreprise française. Et heureusement pour cette athlète, elle a eu vraiment beaucoup de courage pour s'exprimer, un peu comme le Burkinabé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de couacs en interne et que beaucoup revendiquent de façon silencieuse et qu'ils n'ont pas peut-être la possibilité de revendiquer comme cet athlète malgache. Et par rapport à cette controverse entre familles Ferré et tout ce qu'ils doivent jouer, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en réalité, on est en train de changer à chaque fois. Oui, on doit changer. Parce qu'en réalité, les jeux de la francophonie, c'est pas des concerts, c'est pas le jeu de la francophonie, c'est ce que nous vivons à travers la RTNC, à travers TV5 et toutes les chaînes qui relaient les jeux. Donc, c'est à 2 volets, c'est au niveau culture, où vous avez la littérature, vous avez les arts, vous avez l'expression corporelle et tout ça. Et vous avez l'athlétisme de ce côté-là, vous avez tous les sports. Alors, on a rajouté de la musique parce que ça fait partie de notre culture et que la RDC, à travers sa musique, donc la rumba, a été
plébiscité par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, on a en profité pour faire d'une pierre deux coups. Autant on reçoit le visiteur, autant on fait les jeux la journée, parce que les jeux se limitent aux alentours des 19h-20h, autant on fait aussi des nuits de la francophonie pour faire valoir nos musiciens, mais aussi faire goûter aux visiteurs de la bonne musique que la RDC possède dans son histoire et tout ça. Quel est le critérium? Parce qu'il y a beaucoup de disques. Non, le critérium est très simple. Non, mais on jamais. de respect. D'autres disent oui, on a parce favorisé Fali. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà. Non, tout le monde, je pense que... La jeune génération n'est pas représentée, genre Inosbi ou Gazmawete, on n'y comprend plus. Non, je pense qu'on a tenu compte du nombre de jours d'abord qui était assez serré. Vous allez vous rendre compte que pour d'autres spectacles, on a mélangé des artistes qui doivent jouer pour une même nuit. Et il y a des artistes qui ont beaucoup de répertoires qui ont beaucoup de chansons dans leur répertoire. On les a laissés pratiquement toute une nuit jusqu'à l'aube. Donc, je crois que ça a été fait en tenant compte des agendas de chacun. Parce que j'ai vu les gens en train de réclamer Weranson. Pourtant, Weranson est en pleine tournée au Canada, au Royaume-Uni, où il est en train de livrer des concerts. Alors pour Maître Gims, j'ai vu qu'à la dernière minute, il a accepté, parce que lui aussi est en tournée. Mais c'est question de savoir, est-ce qu'il sera disponible, est-ce qu'il va quitter la France, il va quitter Marrakech, France, et pour venir jouer. Donc, ça veut dire que quand il donne son feu vert, c'est qu'il sera disponible. Alors, c'est facile aussi pour comprendre qu'avec la percée actuelle de Ferregola dans la musique congolaise et le spectacle qu'il est en train d'offrir aux Quinois, les Quinois l'ont beaucoup adopté. Alors, ils l'ont réclamé à vive voix parce que il n'y a pas seulement Fali, il y a Ferre aujourd'hui dans la jeune génération de la musique. Bon, j'ai dit jeune génération entre guillemets, mais en réalité, ils sont tous de la vieille génération, mais ils ont créé leurs orchestres de façon individuelle. Donc, Ferré vaut, pourquoi pas, comme Fali aussi. Donc, quand on fait le choix de Fali, on doit aussi penser à Ferregola. Et surtout qu'il y avait beaucoup de jours où il y avait l'ouverture, il devrait y avoir une fermeture. Il fallait penser équilibré. Un peu comme nous avons vécu dans le passé avec Weranson, J.B. Piana. Donc, on doit respecter l'artiste selon ce qu'il produit et on doit respecter les Quinois, le public qui soutient en réalité ces deux artistes. Donc les réclamations ont été faites en ce sens-là et je pense c'est tombé dans les oreilles audibles parce qu'ils ont fini par les repêcher et j'apprends d'après les sources proches des organisateurs, Ferregola effectivement va se produire à la clôture avec Maître Gims qui a accepté l'invitation. Aujourd'hui, c'est le 2 août, Edmond Izouba. On est en train de célébrer le génocide congolais. Le chef de l'État était sur la place des évolués. Alors, pourquoi ce choix de la date d'abord du 2 août? Et pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans après, on n'a toujours pas un mémorial pour célébrer pour commémorer, pas célébrer, commémorer nos morts? Je pense qu'il fallait d'abord débuter par la célébration, parce que il faut respecter la mémoire collective du peuple congolais, ce qui n'était pas fait dans le passé. J'ai vu qu'à Goma, les espaces publics, on a exposé vraiment des photos, comme à Kananga ce matin, les habitants se sont réveillés avec des photos qu'on a exposées des victimes des affres de Kamwina Sapo. Alors, tout ça, tous ces gens qui sont morts dans des circonstances aussi comme ça, méritent d'être ovationnés, élevés, commémorés. Et je pense que sans mémorial, dans un premier temps, parce que Kabila nous a laissé avec les mémorials des soldats congolais qui se trouvent ici au niveau de rond-point Forescom. Voilà, rond-point Forescom. Donc, il faut penser cette fois-ci à construire un mémorial pour toutes ces victimes-là. En fait, le problème est qu'il faut réhabiliter ces victimes. Beaucoup, peut-être, ont été enterrés. Beaucoup
ont été disparus. Beaucoup, on ne sait même plus où on peut aller pour organiser les deuils. Alors, de façon collective, il faut mettre en place un dispositif qui nous permettra à chaque fois que le moment opportun, le moment arrivé, nous puissions aller les commémorer pour leur rendre hommage. Mais pourquoi la communauté internationale n'a jamais accepté le génocide congolais? Parce que le génocide rwandais, oui, ça passe. Le génocide arménien, ça passe. Mais pourquoi chez nous, on n'accepte pas qu'il y ait eu génocide chez nous? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un critérium pour que tel massacre soit qualifié de génocide ou... Non, d'abord nous-mêmes. Okay. Tout dépendra d'abord de nous-mêmes, de notre conscience. Parce que si vous-même vous célébrez vos morts, vous célébrez vos âmes perdues, vous célébrez vos héros, vous célébrez vos martyrs, les autres vont le suivre. Donc, nous avons senti une sorte de banalisation dans le passé où vous avez un chef de l'État qui n'écoutait pas vraiment les gens, les revendications de la rue. Peut-être lui, il pensait s'il il mettait en place ces dispositifs, peut-être qu'il s'est rendu lui-même coupable. Pas du tout. Parce qu'il ne passait jamais qu'après lui, ça pourrait peut-être rester pour de commémoration en commémoration. Mais voilà. Donc, il faut y penser. Et de première personne à y penser, c'est d'abord nous. C'est notre conscience à nous, collective, qui ne dépendra jamais de l'extérieur. C'est d'abord nous. Si nous organisons bien les choses, les gens de l'extérieur vont nous respecter par rapport à ce que nous représentons. Donc, il nous appartient à nous de pleurer nos morts, de pleurer nos héros, de pleurer nos martyrs. Et la communauté internationale de ces côtés-là, et justement, on doit le dire de vive voix, je ne comprends pas cette communauté internationale qui a délivré à Denis Mukwege le prix Nobel de la paix ne puisse pas reconnaître qu'il y a eu un génocide. C'est là où je voulais en venir. C'est vraiment un paradoxe. En quoi est-ce que Denis Mukwege est prix Nobel de la paix sans génocide? Parce que les victimes qu'il recevait venaient de ce massacre à répétition. Mais Edmond, on m'a dit, pour la plupart, c'est des rescapés. On m'a dit que tout massacre n'est pas génocide forcément. C'est ce qu'on me dit. Il y a certains critériums pour qu'un massacre soit qualifié de génocide. On dit que peut-être chez nous, ce sont des massacres, certes, mais ce n'est pas un génocide en fait. Non, mais des massacres en quelle quantité? En quelle quantité? Quand on parle déjà des millions de morts, la quantité est tellement suffisante pour que ça soit déclaré un génocide. Voilà. Donc même la nature, la guerre d'agression, c'est un peuple venu de l'extérieur qui vient massacrer un autre dans son propre pays. Vous voyez? Et là, nous avons perdu même des évêques catholiques. Monseigneur Mouziro, allez à Bukavu, on vous le dira. Il y a des monuments pour ça qui retracent l'histoire du génocide congolais vécu. Et ce n'est pas seulement le petit peuple qui en a été victime. Donc, on est tellement assez nombreux, on a perdu le nôtre. Et dans des circonstances que nous connaissons, c'est les mêmes circonstances des génocides. Et c'est de l'hypocrisie de la part de la communauté internationale de célébrer les mérites, les prouesses, par exemple, de Denis Mukwege qui traitait les rescapés et d'oublier le massacre qui en découlait pendant que ces rescapés fuyaient les génocides. Edmond, prenons un autre dossier. Nous allons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux relations tendues entre Godin Poyi et le gouverneur de la ville. Et je viens de lire chez vous que 243 millions de francs congolais d'émoluments du député provincial Mike Mukeba est toujours introuvable. Godin Poyi, pasteur de surcroît et président de l'APK déchu, est poursuivi pour détournement en prison. L'élu de Lingwala veut voir clair sur ce dossier qui se trouve déjà devant la justice. Mais Godin Poyi dit, lui il est blanc comme neige. Vous le suivez d'ailleurs quand il chante dans son église que non, lui il se dit, en tout cas, il est tout à fait clean dans ce dossier. Non, moi je pense que Mike Mukeba, c'est parmi les députés qui ont été persécutés
à cause de la vérité. Et aujourd'hui, je pense là où il a une conscience tranquille. Et il peut se rassurer que sa lutte est en train maintenant de payer. Persécuté du fait que Mike réclamait qu'il y ait le contrôle du gouvernement provincial en son temps, personne ne voulait l'entendre. Persécuté parce que Mike Mukebai a dit certaines vérités au président de l'Assemblée provinciale, qui est donc Godem Poi, sur la mauvaise gestion, sur la collaboration qui existait dans le passé entre lui et le gouverneur. Mike Mukebai s'est retrouvé emprisonné. Et pendant ce temps, on a préféré geler son compte pendant 12 mois. Et le total fait une somme de 234 millions de francs congolais. Imaginez que cet argent, si les députés Mike Mukebai en bénéficiaient, ils pouvaient au moins en faire quelque chose. Et toujours grâce à cette collaboration qu'il y avait dans la ville, Mukebai a vu ses immunités parlementaires être levées jusqu'à aujourd'hui. C'est un député qui est resté sans immunité parlementaire. On l'a arrêté comme un citoyen lambda, comme disait un ministre, comme un vulgaire vendeur de poulet. Pourtant, c'est un député provincial. En fait, les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que Mike Mukebai a été arrêté comme ça, effectivement, parce que Godem Poi et tous les membres du bureau avaient décidé à ce qu'on lève les immunités de Mike Mukebai et que malgré son emprisonnement et son acquittement, ces immunités-là ne soient jamais remises ou rendues. Voilà. Et aujourd'hui, tous les faits dénoncés dans le passé par Mike Mukebai lui donnent raison. Nous en sommes où? Quand on vous dit, Mike Mukebai a dénoncé dans le passé qu'il y avait des actes, les autorisations des sorties des fonds qui étaient signées unilatéralement par Godem Poi, sans passer par la plénière ni par le membre du bureau. Ça, ce sont des informations à confirmer. On doit vraiment confirmer ces informations parce que nous n'avons pas encore eu la certitude. Il semble que M. Godem Poi, qui est d'ailleurs pasteur, homme de Dieu, détenteur de plusieurs diplômes, a bénéficié de plusieurs marchés de la ville et aurait même créé des entreprises pour gagner des marchés. Voilà. Ils doivent nous dire quand est-ce que ça n'a pas marché et où est-ce que ça n'a pas abouti. Le désamour a commencé quand? Oui, oui. Quand ça a commencé, le désamour entre... Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve au niveau de la destitution. Quand un président de l'Assemblée provinciale ne bénéficie plus de la confiance de la majorité, je dirais même absolue, des députés provinciaux, pourquoi s'entêter? Mais la Cour constitutionnelle lui a donné raison, il est redevenu... Non, on a parlé de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. c'est pas constitutionnel. Oui, mais parce que justement, les pétitionnaires ont déposé encore une requête en annulation de cette décision-là. Parce qu'il a été interpellé à 2 reprises, il ne s'est jamais présenté. Alors, dis-moi, comme vous dites, Théa Moï Bitika Nyoka. Finalement, on se retrouve où? Dans une église où le pasteur est en train de régler les comptes dans une chaire. C'est ça. Là où c'est fait pour prêcher l'autel de Dieu, on utilise pour régler des comptes à des individus, à des personnes et à des politiques. Mais donc, moi, je sais qu'un pasteur... Est-ce que Ngobila, cette guerre entre Ngobila, Ngobila n'est pas sincère non plus, Edmond Izouba. J'ai dénoncé Ngobila tout à l'heure. J'ai dit que les deux étaient en parfaite union. En parfaite union. Bras dessus, bras dessous. On a suivi Godem Poi en train de vanter les bilans de Ngobila. On a suivi. Il a fait plusieurs émissions pour nous dire combien la ville de Kinshasa était bien dirigée par Ngobila. Qui l'envoyait à l'époque? Qui l'envoyait faire ces émissions? Personne. Au nom des intérêts, il préfère créer une crise
dans les institutions provinciales. Imaginez déjà le fait que nous déplorons que notre ville ne soit pas bien gouvernée. Vous ayez encore une institution qui entre à guerre contre une autre institution. Madame Paulette, je ne sais pas dans quel climat Godin Poyi, tout en s'efforçant d'aller travailler à l'Assemblée nationale, Provincial. et à l'Assemblée provinciale, quel climat va régner entre lui et ses députés qu'il est censé diriger. Deuxième chose, même dans le bureau où il préfère diriger aujourd'hui, il n'y a pas un bon climat qui règne. Donc la première crise est d'abord interne qu'il veut créer avant d'engager cette fois-là la bataille contre le gouverneur de la ville ou contre le gouvernement provincial. Les forces du progrès entrent en jeu et il y a une marche pour soutenir Gekoko Ngobila. Il y a des gens qui disent que voilà, on veut à tout prix mettre Gekoko Ngobila comme un nouveau gouverneur. Non, ça c'est une guerre vraiment tribalo-politique, il ne faut pas entrer dedans. Ah bon? Parce que le président de la République ne peut jamais accepter que un gouverneur de la ville soit Louba et un président de l'Assemblée provinciale soit Louba aussi. Donc ce ne sera pas Gekoko le nouveau gouverneur? Non, mais écoutez, on parle de la géopolitique et on parle aussi de provinces qui sont approximatives de la ville de Kinshasa. Une telle gestion dans notre ville, je pense que ça n'a jamais été le cas. Il faut faire très attention. Ce sont des gens qui induisent le président en erreur souvent, très souvent, et le président tombe souvent dans ces erreurs. La lossature était déjà organisée. Quelqu'un du Bandundu, si on veut remplacer, on remplacera par quelqu'un d'autre du Bandundu. Mais le problème est que l'exemple nous vient du Congo central. Jean-Claude Wemba, il n'est pas moins que Godin Poyi. C'est un gabarit, c'est un leader Congo central. Mais il a compris une chose. Est-ce qu'il faut placer la province dans l'incertitude? Parce que la province venait de sortir d'une crise avec Atou Matubwana, où tout le monde voulait sa tête. Atou s'est entêté et vous avez remarqué la suite. Et aujourd'hui, quand il a vu les choses venir, il n'a pas attendu le débat au niveau de l'Assemblée provinciale. Il est parti. Il a préféré partir, il a préféré démissionner, Madame Paulette. Tout simplement parce qu'il s'est dit, si je m'entête, je vais créer une crise interne et le gouverneur n'aura peut-être pas le temps ou tout le pouvoir pour diriger la province. Pourtant, il y a beaucoup de projets qu'il faut valider au niveau de l'Assemblée provinciale pour faire avancer la province. Justement. Mais c'est vrai, vous dites que on ne doit pas en tenir compte, mais quand l'UDPS, par exemple, le parti au pouvoir aujourd'hui, soutient Gekoko Mulumba, tout le monde voit déjà qu'il y a une main noire, que ce sera lui le nouveau gouverneur. Moi je tout pense, le monde y pense, le Force du Progrès Simé, le secrétaire général Kabouya Simé, on voit déjà Gekoko comme le nouveau gouverneur. Non. Gekoko est tout simplement une victime comme nous autres. Gekoko est victime. Il ne connaît pas les deals Ngobila et Godin Poyi où ça a commencé. Et quand ça avait commencé, Gekoko n'était pas là. Il était simple député provincial. Gekoko n'était pas là. Gekoko est venu en remplacement de Néron Mbongo. Je sais que Gekoko a toujours nourri l'ambition de diriger la ville, mais quelle ville qu'il veut diriger actuellement? C'est la ville de Kinshasa. Mais dans quel état? Gekoko va accepter d'endosser l'échec qu'il y a aujourd'hui dans la gestion de la ville parce qu'il veut à tout prix gérer cette ville. Non, je pense que le temps est tellement court que Gekoko peut se préparer à conséquence et s'organiser pour mieux diriger. Mais nous avons quand même remarqué, depuis sa venue aux côtés de Ngobila, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été propulsées. Et ça, c'est encouragé. Mais j'invite Gekoko de ne pas suivre les petits jeux des gens vraiment qui ont échoué et qui ont fait figure piètre dans la gestion de cette ville. Et maintenant, quand on va faire tout ce qu'il y a, qu'on veut comme changement et tout ça, et la suite des travaux engagés, qui va le poursuivre? Qui va porter la responsabilité de l'échec? Ce sera Gekoko?
Non, je ne crois pas. Donc je pense que à ces jours où nous en sommes, le vrai débat est connu. Et l'acteur qu'on a reproché, il est là. Et lui-même, il s'y connaît. Moi, je connais les pasteurs qui vivent dans la sérénité. Les pasteurs qui craignent Dieu. Les pasteurs qui utilisent la sagesse de Salomon. Les pasteurs qui sont là pour orienter le peuple, les brebis. Ce sont là les bons pasteurs. Pas les pasteurs qui viennent pour s'aimer la division, pour protéger les voleurs, ou le pasteur qui vient pour créer la crise. Ça sera contradictoire à une mission pastorale. Voilà. En cas d'une crise, le pasteur, c'est lui qui joue le juste milieu. Mais si le pasteur lui-même est inculpé dans la même crise, ça devient très compliqué. Voilà pourquoi moi, personnellement, je l'appelle à la sagesse. Je dis, Monsieur Godempoy, vous avez vos 15 diplômes, vous êtes pasteur, homme de Dieu. Vous n'avez pas utilisé d'autres pasteurs pour qu'ils plaident pour vous, aller en justice, à utiliser même d'autres institutions pour vous réhabiliter. Je l'ai vu qu'il a été reçu par beaucoup de gens. Oui, même les pasteurs ont plaidé pour lui. Vous avez suivi l'évêque Mukuna. Vous avez suivi Kankenza. Ils ont fait des rondes des institutions pour plaider la cause du pasteur Godempoy. Pourtant, c'est un homme pétri de sagesse. Il peut comprendre la situation et abandonner. Il sera beaucoup plus mal vu en s'attêtant et en créant la crise. Il sera mal vu. Il sera vraiment, il sortira par la grande porte, et c'est là même les chemins de la grandeur, s'il prend le courage de démissionner et de laisser les choses aller, parce que même les temps ne lui donnent pas raison. Il ne reste qu'à peine quelques mois pour qu'on en finisse avec cette assemblée provinciale, et aussi savoir que la CENI, aujourd'hui, a lancé la convocation du corps électoral pour les provinciales et les voilà, les députés, les candidats députés provinciaux et les conseillers communaux. En tout cas, pour la première fois, si il y a la volonté politique, nous pouvons voter, en tout cas après plus de 30 ans après, les conseillers communaux à Kinshasa ou à Nous prenons RDC. le volet économique, je viens de lire chez vous. RDC, l'IGF rassure que la paie imminente des fonctionnaires n'aura aucune incidence sur le taux de change. Ça pose déjà problème, puisque beaucoup disent que la baisse, c'est dû au fait qu'on n'a pas payé les fonctionnaires, qu'on a géré beaucoup de choses et qu'on a injecté beaucoup d'argent. Et certains disent que même jusqu'à 150 millions de dollars injectés pour faire baisser le taux d'échange. Edmond Izouba, est-ce que c'est vrai? Non, mais moi j'ai vu les justifications de l'IGF. Je me pose même la question, comment est-ce qu'on est arrivé là? Des reproches faits à la banque, et que ce soit une institution vraiment de la présidence de la République qui vient répondre. En quoi est-ce que l'IGF se sentait coupable pour répondre, par exemple, à Noël Tchani qui a fait ces révélations? C'est Noël Tchani qui a... Oui, mais pour quelle raison? C'est un banquier, Noël Tchani, nous tous nous connaissons. C'est un banquier. Il a travaillé à la Banque mondiale, on peut tout lui reprocher, ses côtés politiques. Mais il reste du moins scientifique dans certaines occasions. Et il est rare, en tout cas, qu'on vient de lire sur son compte Twitter. C'est ça ce qu'il a révélé de cette histoire de 150 millions. Alors, l'IGF justifie pour dire, voilà, ce n'est pas ça. En réalité, on était en train de nettoyer les fichiers des fonctionnaires de l'État, et l'opération a pris du temps. Prenons maintenant le vrai problème, c'est l'incidence qu'il y a autour de taux. Comment ne pas constater l'incidence pendant la paye, pendant que la baisse n'a pas été suivie par les articles sur le marché? Ah oui, c'est le même prix. Hein. C'est le même prix. Rien n'a changé. Même auprès de certains opérateurs de la téléphonie mobile, de la télécommunication, vous allez voir que rien n'a changé. Même les gens, quand ils achètent les mégas ou les crédits, ils constatent cela. Alors, comment ne pas constater l'incidence si, vous le savez bien, Madame Paulette, nous payons nos maisons en dollars? Comment ne pas constater si on sait que même la provision à la maison se fait en dollars? Comment ne pas constater cela quand vous payez les enseignants à un prix
que je dis, les fonctionnaires de l'État, de façon générale, à un prix, à un taux quelconque. Par la suite, il faut acheter les dollars et pour que vous payiez la maison ou vous payez ainsi de suite. Donc je pense que de ce côté-là, le gouvernement n'a pas été clair. Et j'ai toujours constaté que depuis que le gouvernement est là, fait de son mieux pour contredire les opérateurs économiques. Apparemment, ils ne marchent pas à même pas ou à pas égal. Souvent, c'est deux langages différents. Les opérateurs économiques parlent des A, le gouvernement est déjà à Z. Vous avez compris, même quand les gouvernements, ça m'avait commencé, il y a un ministre qui s'est bombé les torses pour dire, voilà, je suis capable d'aller moi-même acheter le poisson pour venir vendre. Je crois qu'il n'avait pas mesuré les conséquences. Par la suite, c'était quoi? Non seulement il a été incapable de nous ramener les poissons de Namibie, mais aussi on a jeté l'argent par la fenêtre parce qu'on n'a jamais organisé cette pêche. Deuxièmement, troisièmement, les opérateurs économiques ont augmenté les prix des surgelés. On nous a annoncé ici que les poulets sera vendu et tout ça à un prix... voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça se vend à ces prix-là? Donc, on a une politique économique qui ne cadre pas avec les opérateurs qui exercent. Et vous avez 99% des opérateurs économiques qui sont des étrangers, qui achètent tout à l'étranger et qui viennent le vendre ici. Et vous voulez qu'ils vendent en francs congolais? Ils ne le feront jamais. C'est vrai, la baisse, c'est pour les tirer à tout prix, à baisser le prix. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas eu de changement du côté où ils achètent ou du côté où ils doivent changer pour récupérer les dollars, ils ne changeront jamais de prix. Alors, il faut féliciter maintenant la politique économique qu'applique actuellement Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ayant compris les choses, et il a compris qu'essentiellement, les produits les plus consommés par les Quinois restent les farines, les semoules, et tout ça, ou soit la farine, la semoule. Il a compris aussi la destination proche où nous pourrons avoir la facilité de stocker tous ces biens au lieu d'attendre à ce que ça nous parvienne de loin. Voilà pourquoi les accords ont été signés avec la Zambie. Avec l'Angola aussi. Avec la Zambie d'abord, premièrement. On a parlé de la crise à l'époque. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ce n'est plus l'actualité parce que la farine, effectivement, ça se vend même jusqu'à 32 000 francs à Lubumbashi. Alors, il faut faciliter aussi pour nos frères du Kasaï, parce que l'Angola, le port de Lobito même, est proche du Kasaï. Pourquoi ne pas le faire bénéficier des produits? Pourquoi ne pas ici à Kinshasa faire entrer beaucoup de produits? Alors, ça doit se faire maintenant par la collaboration étroite, coopération entre les deux pays et de façon formelle, pas de façon frauduleuse ou informelle. Voilà pourquoi il faut passer par la signature des accords, il faut passer par des colloques pour faire comprendre. Et l'Angola, de ce côté-là, était ouvert pour ces partenariats économiques et dans plusieurs domaines. Donc vous voyez, on entre maintenant dans le pipeline sérieux, normal, pour permettre au pays de gagner au lieu de faire bénéficier aux individus. Quand un pays signe avec un autre pays, les deux gouvernements, ils savent comment coopérer pour réduire la crise. Mais quand ce sont ces individus qui viennent vous vendre, rassurez-vous, Madame Paulette, ils vont vous imposer leur prix. Et c'est ça, nous souffrons de ça jusqu'à aujourd'hui. Okay. Ce sont des opérateurs qui imposent leur prix. Et le gouvernement n'a même pas un mot à dire. Voilà. Donc si nous avons des accords qui nous permettent de nous protéger et protéger les consommateurs, ça permettra à ce que ce gouvernement responsable donne à manger à son peuple. Mais si vous avez aussi, nous devons nous aussi produire à un moment. Tout à fait. Nous ne devons pas dépendre à 100% que je pense qu'en produisant, dans les terres arabes, la profusion. Tout à fait. Je pense que parmi les mesures prises par le gouvernement, je pense qu'il y en avait 8, des mesures économiques à grande échelle. Il y avait des mesures à moyen terme et puis à long terme. Alors, à court terme. Donc, ça veut dire à long terme et à court terme. Ça veut dire le gouvernement est conscient de la situation. Le gouvernement propose les opérateurs
et accorde les avantages à ceux qui cultivent déjà ici. Mais comme pour récolter, il faut au moins plus d'une année, le gouvernement ne peut pas laisser une population affamée. Il doit chercher des solutions, maintenant cette fois-là, immédiates. Parce que les accords qui sont signés, c'est dans l'immédiat l'exécution de certains points. Pour d'autres points, parce que les accords, c'est dans plusieurs secteurs, notamment l'hydrocarbure, beaucoup de choses, même l'industrie aussi. Donc voilà, on a compris que dans les organismes sous-régionaux, le gouvernement congolais n'a pas beaucoup bénéficié. Il faut aller dans les partenariats corps à corps, individuels, entre pays, et ça pourra faciliter à ce que le peuple se retrouve de ce côté-là. Je vous donne un petit scoop, ça vient de la part de Stani Boujaki Raïben, la délégation malgache remercie le chef de l'État pour l'amélioration de la nourriture. On mange très bien maintenant, donc quelques heures plus tôt, cette délégation dénonçait qu'elle ne mangeait pas bien. Donc je ne sais pas si on doit dénoncer pour que ça s'arrange. Voilà pourquoi je vous ai dit, le gouvernement a eu à couvrir beaucoup de faiblesses dans cette organisation. Beaucoup, alors beaucoup. Donc, vous voyez là, il remercie le chef de l'État. Ça veut dire l'intervention est venue d'ailleurs. Pourtant, il y a une société qui était censée organiser les choses pour permettre aux athlètes de se nourrir à leur faim. Je vous dis qu'il y aura l'audit qui sera fait juste après l'organisation et les arrestations vont suivre. Ce n'est pas normal que tous les temps que le Congo a eu pour organiser ces Jeux, qu'à l'avant-veille, qu'on puisse agréer certaines entreprises, bénéficier des marchés de gré à gré. Bénéficier des marchés de gré à gré. Et à combien de temps de l'organisation? Je ne pouvais pas savoir qu'au mois de mai, qu'il y avait des entreprises qui n'avaient pas encore de marchés, qui pouvaient en bénéficier et qui pouvaient s'en organiser pour commencer à ramener de la nourriture venant de la France. Donc, on a été imprudent de ces côtés-là, mais il y a des gens qui doivent payer pour ça. Nous devons mener des enquêtes, les Jeux, d'accord, nous sommes d'accord avec les médailles d'or. Déjà, nous sommes au nombre de 4 ou 5 médailles d'or déjà remportées. C'est exceptionnel en tout cas, jamais dans l'histoire de la francophonie. Au-delà de ces victoires enregistrées, il doit y avoir la partie de l'enquête que le journaliste doit préparer juste après les Jeux. Nous devons dénoncer et nous devons interpeller pour que prochainement, quand on organise les Jeux, nous puissions faire des choses de façon correcte. J'ai une élite avec moi, un journaliste averti. On vient de me dire que l'ambassade de France à Niamey, au Niger, complètement saccagée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, je dis bien, est-elle en train de vivre une seconde renaissance, je peux m'exprimer ainsi, parce que ce sentiment anti-français prend vraiment de l'ampleur. Hein. Le français n'est plus la langue officielle. Voilà, donc, est-ce que nous, Edmond Izouba, est-ce que nous, les francophones de l'Afrique centrale, est-ce que nous sommes des mauvais ou quoi? Non, parce que... Qu'est-ce qui se passe? On doit savoir que la politique diplomatique occidentale, comme on a l'habitude de les appeler les Occidentaux, a tellement échoué qu'ils passent par une démocratie déguisée à souhait, et c'est à eux-mêmes d'apprécier. Voilà pourquoi le peuple est fatigué de cette démocratie. En quoi est-ce qu'il y a la démocratie au Rwanda? En quoi est-ce qu'il y a la démocratie, même au Congo d'en face ici? En quoi est-ce qu'on peut-on nous parler vraiment de la démocratie? Donc vous soutenez un peu le coup d'État au Niger? Je ne peux jamais soutenir le coup d'État parce que je suis un démocrate. Okay. Mais voyez la liesse qu'il y a autour de ce coup d'État. La liesse. L'euphorie. L'ambiance, la joie de la population. Et la colère, c'est contre la France. Parce que c'est des pays, des anciennes colonies françaises. Et c'est la France qui a eu à guider beaucoup de coups d'État. Et la France s'étonne maintenant, certains coups d'État lui échappent. Lui échappe aujourd'hui. Oui, désormais. C'est ça, le problème, ça lui échappe. Parce que la France a toujours organisé des coups d'État. Et maintenant, ces derniers coups d'État
En tout cas, ça a échappé à la France. Elle, hein. Ça s'est fait sans la France. Et aujourd'hui, il constitue un maillon très solide parce que c'est pratiquement tous les pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, les présidents de l'Ouest. Leur organisation est en train de menacer. Si la France intervient, là, il y a des pays qui disent pas question d'une intervention. Oui, pas question. J'ai même appris que le Niger est prêt à collaborer avec certaines juntes au pouvoir pour cette fois-là mater la CEDEAO et attaquer à d'autres organismes africains. Donc on doit faire très attention. Donc la France doit comprendre que sa diplomatie utilisée contre l'Afrique, la France-Afrique, a échoué. La France a eu à piller beaucoup de pays et aujourd'hui, le pays s'est enrichi par des richesses de l'extérieur. L'Afrique est en train de comprendre, mais ce que moi je conseillerais, c'est que après avoir récupéré le pouvoir, on doit remettre le pouvoir entre les mains des civils. Il n'appartient pas aux militaires de diriger le pouvoir. Il n'appartient pas aux militaires, une fois arrivés à une junte aussitôt arrivée au pouvoir, de violer les textes. En même temps, vous libérez un peuple, en même temps, vous devez respecter. Parce que sinon, ça sera la jungle. Les accords, bon, pas les accords, mais les lois qui sont établies dans ces pays-là ont été votées par le même peuple qu'ils sont censés diriger. Donc, je ne soutiens pas la junte au pouvoir, mais je tiens compte des revendications qui deviennent assez étouffantes pour ces peuples-là. Les revendications, c'est énorme. Vous voyez même ce qui se passe au Sénégal. Mais c'est grave. On a coupé l'Internet, on a dissous le parti. C'est grave. Et c'est tous les jours que les gens meurent au Sénégal. On tue au Sénégal sans froid. On est en train de tuer au Sénégal. Et voilà. Et voilà. Et quand il y aura coup d'État, la junte va récupérer le pouvoir, les gens vont dire quoi? Voilà. Nous devons nous respecter, nous. Et je pense que le fait pour le président de la République, Joseph Kabila, de quitter le pouvoir, il a également évité à ce que le pays sombre dans ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une leçon pour nous, pour l'Afrique centrale, de comprendre. Et malheureusement, j'ai vu un pays, comment on appelle la RSA, République centrafricaine, prendre pratiquement l'exemple du Rwanda. Ils sont en train de réviser la Constitution et enlever tout ce qu'il y a comme barrière dans la limitation des mandats du président de la République. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué, mais depuis qu'il a repris ses relations avec Kigali, le monsieur qui est là, le président de la République, je connais même pas son nom. Non, Archange Touadéra. Ah, c'est Archange Touadéra. Oui. Okay. Archange Touadéra est là. Il veut à tout prix pousser la main, je dirais quoi. Pourtant, c'est un pays qui vient de sortir des différentes crises sécuritaires. Et il y a toujours des poches d'insécurité dans certains coins de la RCA. Nous allons terminer par ce dossier. Vous savez que Delis Esanga a été caillassé à Kananga et certains de nos confrères, dont Élisée Odia, je viens de voir d'ailleurs un de ses posts tout à l'heure, que Esanga est en train de marcher à Kananga. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, les journalistes, nous devons être les boucs émissaires? Quand quelqu'un que j'avais reçu a dit que nous sommes des dégâts collatéraux, en fait. Hein. Ce qu'ont subi nos confrères sont simplement des dégâts collatéraux. Ils se sont retrouvés là au mauvais moment, au mauvais endroit. Est-ce que caillasser quelqu'un comme ça, c'est une forme d'expression pour dire non à quelqu'un? Non, moi je pense qu'il y a plutôt un climat d'intolérance qui s'est installé pendant cette période en tout cas, et qui n'épargne personne. Qui n'épargne personne. Et les journalistes sont parmi les victimes. Et c'est tout à fait naturel de comprendre que les journalistes qui, eux aussi, vivent dans la société, pouvaient être parmi les victimes. Il faut faire très attention. Et ce climat d'intolérance, c'est également ce qu'a vécu Delis Esanga à Kananga. Moi, je ne peux jamais encourager cela.
Kananga, c'est une ville, comme toute autre ville. Il n'appartient pas à certains individus d'aller mettre des barrières à d'autres leaders. On peut comprendre qu'aujourd'hui, un fils de coin ne soit pas d'accord avec la gestion de son frère, mais rien ne peut justifier une telle violence. Et surtout pas contre le journaliste, surtout pas contre tout homme. Parce que les lois du pays interdisent cela. Mais ils disent, moi j'ai posé la question à quelqu'un de Kananga, il m'a dit, Délice Sanga les a trompés, entre guillemets. On l'a élu parce qu'il était avec Fachi à l'époque, et aujourd'hui il ne peut pas revenir là pour voilà, dire, parler de l'échec de Fachi. Donc ça ne peut pas marcher. Donc, et eux ils ne comprennent pas ça, donc ils ne sont pas d'accord avec toute cette tromperie. Même aujourd'hui ça se voit partout. Geneviève Inagozi qui est candidate malgré le mot d'ordre de son parti. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux aujourd'hui. Alors les gens sont un peu mécontents, ils disent que vous nous flouez, vous nous mentez. C'est pas vrai, vous êtes là pour vos intérêts et vous ne respectez même pas les mots d'ordre de vos propres partis. Je sais que Kananga est trop tshisekédiste, parce que... C'est le fief naturel, comme on dit. Naturel, bon, plus naturel, c'est encore Mbujimaï, parce que Félix Tshisekedi est de Mbujimaï. Okay. Kananga, c'est beaucoup la ville de sa maman, Maman Marthe. Alors, Kananga même, pendant les élections, je crois que Tshisekedi a été élu à 98%. Kananga. Contrairement à Mbujimaï, où se trouve vraiment son fief naturel. Alors là, j'ai assisté à une scène que moi-même, je n'avais pas compris. Délice Sanga, il vient, il place le forage pour permettre à ce que certains coins de la ville de Kananga puissent bénéficier de l'eau. Mais les jours où Délice Sanga change de casaque, de casquette, il déclare officiellement qu'il devient opposant à Félix, la population a préféré manquer de l'eau. Ils ont, j'allais dire, pratiquement abîmé, arraché, sorti des terres ces forages. Voilà. Donc c'est contradictoire. Une ville qui souffre, mais qui aime tant son président. Et quand vous arrivez là-bas, les discours, c'est les autres. Hein. On ne culpabilise pas le président de la République. Là-bas, c'est les proches, c'est les conseillers du chef de l'État qui l'induisent en erreur. Okay. Donc, ils font de tout pour pardonner Félix Tshisekedi et condamner les autres. Et je pense que ce qu'est en train de subir Délice Sanga, c'est la voie par laquelle est passé beaucoup de leaders. À Kananga, il s'est fait élire comme député provincial, il est de Luisa, mais il était encore fort parce que j'ai appris que ce député provincial a fini par adhérer à l'UDPS. Oh, les pressions sont trop fortes. Hein? Alors, c'est des choses comme ça. Bon, moi, personnellement, je condamne ce qui lui est arrivé. L'agression barbare et tout ça, et l'intolérance politique n'est pas vraiment une nourriture acceptable par les Congolais. On doit l'éviter. Heureusement, pour lui, il est de la province, mais si c'était une autre province, ça pourrait engendrer des crises à caractère tribal. Donc, il faut éviter cela. Et nous sommes pendant une période où tous les leaders doivent sillonner tout le coin de la République pendant la campagne. Tout le coin de la République, comme Tshisekedi a été une fois à Kindu, qui n'était pas chez lui, mais il a quand même battu campagne à Kindu. Tshisekedi, le père Étienne dont je parle. Merci beaucoup Edmond Izouba, merci d'être passé chez nous, merci d'avoir éclairé l'opinion. Merci à vous qui allez nous suivre sur nos chaînes partenaires, Nyota TV, Perfect TV, Central TV et sur notre chaîne La Lionne TV officielle. Likez, partagez et lisez surtout votre site opinioninfo.cd. Voilà, opinioninfo.cd. C'est le site de Edmond Izouba. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Inch'Allah.